Ok, bonsoir. Alors moi je suis venu avec des choses marrantes, genre un clavier vierge par exemple, des trucs un peu bizarres, je vais vous montrer après. Alors, donc je vais vous parler d'un truc que certains d'entre vous connaissent, le Bepo. On va commencer simple, qui ne connaît pas le Bepo, qui n'a jamais en fait entendu parler du Bepo. Ah c'est génial. Ok, beaucoup de noms. Donc c'est simple, je vais vous parler de clavier. Ok, vous faites de l'informatique, vous avez l'habitude de taper sur des touches avec vos petits doigts. Et j'ai un problème d'ordinateur. Donc s'améliorer sur la vitesse d'écriture, c'est bien. S'améliorer aussi sur la précision de l'écriture, c'est bien. Dans le sens où si vous faites une faute, vous vous interrompez, faites backspace, backspace, backspace pour revenir en arrière, vous corrigez votre faute et vous recommencez de là où vous étiez arrêté. Il paraît que vous perdez énormément de concentration. C'est important pour tout le monde de savoir bien taper, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est énormément important pour les programmeurs. Les programmeurs ne font pas que coder du code. C'est oui, quand on code, on va me dire, oui c'est simple, je code 5% du temps, voire 1% du temps, et le reste du temps je réfléchis. Ça généralement c'est ce que font les bons programmeurs. Mais un bon programmeur, ça écrit beaucoup aussi dans du chat, dans des mails, ça envoie des messages, ça envoie des tickets, ça écrit de la doc, hein, un bon développeur écrit de la doc. Et généralement, faites pas mal de recherches aussi pour vous documenter. Donc en fait, vous utilisez énormément votre clavier même quand vous faites de la doc. Et vous écrivez en anglais et en français. Et dans une autre langue si vous cherchez dans une autre langue. Donc on va regarder un petit peu comment les claviers ont été inventés déjà. Ok, donc en 1868, le premier clavier a été créé. Plus exactement, la machine à écrire a été créée par ce monsieur. Ce monsieur s'est associé à deux autres, un mécanicien, Glieden, et un businessman, James Densmore. Ils ont réfléchi à comment on pouvait faire pour écrire des choses sur un papier avec une machine. Ils ont lancé un premier prototype, qui est là, et ils se sont vite retrouvés à un problème, c'est que dans leur premier design, quand on tapait des lettres, donc vous aviez en fait une tige qui partait vers la feuille pour imprimer un caractère sur la feuille, mais si vous tapiez trop vite une deuxième touche, la deuxième tige partait et s'emmêlait avec la première. Le résultat, vous cassiez la machine. Et ça, dès la première version, ça a été un vrai problème. Donc, qu'a fait le designer pour résoudre ce problème? Au lieu de le faire intelligemment, c'est-à-dire repenser à son mécanisme pour éviter que ça arrive, il s'est dit, bon, de toute manière, hein, j'aimerais bien qu'il sorte vite, donc on va plutôt réduire le problème en désorganisant les lettres. Donc, au lieu que ça soit A, B, C, D, E, F, on va essayer de faire en sorte que les digrammes, c'est-à-dire l'ensemble de deux lettres qu'on écrit le plus souvent ensemble, soient les plus éloignés possibles. Par exemple, NT, le pluriel en français NT, c'est un digramme qui est extrêmement utilisé. On va mettre le N à un endroit pas possible et le T à un autre endroit pas possible pour que ça soit super long, en gros, et qu'on ait moins de chances d'avoir ce problème de collision de levier. Après, bon, le clavier a été un petit peu créé de manière bizarre, genre ils se sont dit, on n'a pas besoin du caractère 1, on peut très bien écrire I, ça fera 1. Voilà, et puis un truc un peu fun, si on a envie que ça soit marqué typewriter sur la première ligne, donc si vous regardez QWERTY, le UI, hop, vous prenez toutes les lettres et vous avez toutes les lettres de typewriter dans la première ligne. Voilà. Quand ils ont organisé des touches aussi, ils se sont dit, oh, comment on fait ça? Bon, effectivement, on écarte les digrammes, mais est-ce qu'il y a une règle pour ça? Non, on fait ça de manière totalement aléatoire. Et voilà, donc globalement c'était super. Le clavier était totalement anti-efficace, hein, il a été designé pour être le moins efficace possible, pour éviter de casser. Très bien. Donc, une fois le prototype fonctionnel, Scholz vend ses droits à Densmore, donc le businessman qui était avec lui. Celui-ci s'associe avec une entreprise très connue d'armement qui s'appelle Remington pour la production massive. Et en 1873, la première machine commercialisée, Scholz & Glieden Typewriter, est sortie, voilà la photo, et vachement fun, on ne pouvait pas voir ce qu'on écrivait. Ça a été bien évidemment un échec commercial, mais ils n'ont pas abandonné, et 5 ans plus tard, ils ont fait une version 2, où cette fois-ci, d'abord on pouvait voir ce qu'on écrivait, et ils avaient aussi rajouté Shift, qui permettait de faire des majuscules. Et
dernier point vachement important, ils ont rajouté un mécanisme à ressort qui faisait qu'en fait la tige, quand elle partait et qu'elle tapait la feuille, un ressort la faisait immédiatement revenir, et revenir plus vite que ce que vous aviez par gravité, à sa position originale. Donc ça supprimait en fait le problème des touches qui se collisionnaient pour la très grande majorité des cas. Donc suite à ça, Scholz a voulu rechanger le mapping pour mettre quelque chose d'un peu plus logique, genre par exemple en ABCD, sauf que Remington a dit non, actuellement ça marche super bien maintenant, on a 10 000 machines qui partent tous les ans, donc on ne va pas commencer à changer le mapping, ça va faire n'importe quoi. Donc c'était trop tard. Et très rapidement, le QWERTY est devenu la norme, alors qu'il était déjà obsolète avant même d'être mass marketé. Alors ça, c'était un problème, c'est quand même le QWERTY est vraiment pourri. À l'heure actuelle, je reviens à l'heure actuelle, je fais un petit saut rapidement, on a un truc qui s'appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est un ensemble de pathologies des tissus mous, les muscles, les tendons et les nerfs. C'est la maladie professionnelle la plus courante dans les pays développés. 3/4 des maladies professionnelles en France. C'est énorme. Vous avez les tendinites, le syndrome du canal carpien, un certain nombre d'autres. Voilà. Pour à titre d'information, le syndrome du canal carpien, quand vous l'avez, il faut se faire opérer. Vous avez à peu près 120 jours d'arrêt. Il y a à peu près 200 000 syndromes d'origine professionnelle par an en France. C'est pas du tout négligeable. C'est une énorme augmentation, dont 130 000 opérés tous les ans. Et c'est une affection qui est sous-déclarée. Donc on est probablement bien au-delà de ces chiffres. Mais c'est normal. Tout le monde tape au clavier toute la journée, forcément. Et puis aussi, on diagnostique bien mieux au fur et à mesure plus le temps avance, plus on diagnostique. D'autres problèmes du clavier, on peut voir sur la première image que les touches sont décalées les unes par rapport aux autres. En fait, les rangées sont décalées. Pourquoi elles sont décalées? Parce que chaque touche avait un levier. Donc, tous les leviers étaient les uns à côté des autres, mais comme les touches étaient sur plusieurs rangées, on décalait les touches sur chaque rangée. On voit à droite sur un clavier récent dit ergonomique que effectivement donc toutes les touches sont décalées. Le problème c'est que ergonomiquement votre poignet il est un peu pas du tout dans une position correcte. Ça c'est une position correcte pour vos muscles et vos os. Ça c'est pas terrible. Deuxième problème c'est que la machine originellement elle était inclinée vers le haut. Donc la rangée du haut était plus haute que la rangée du bas. Et on s'est dit, on va garder ça, ça a l'air sympatoche, très très bien, voire même, vous regardez derrière votre clavier au bureau, vous avez des petits picots derrière le clavier pour augmenter encore l'inclinaison. Alors c'est super, parce que pareil, vous avez votre main comme ça, vous augmentez l'inclinaison, c'est l'inclinaison que vous avez quand vous tapez, puis vous augmentez encore, pour encore plus vous casser le poignet, c'est vachement pratique. Alors que, idéalement, c'est ça, c'est vers le bas. Donc on voit vraiment, les claviers sont designés pour vous faire du mal. Donc suite à ça, on a eu un docteur, Auguste Dvorak, qui est, oui, un descendant du célèbre compositeur, qui était donc professeur en psychologie à l'université de Washington, qui a décidé que peut-être que ça serait une bonne idée d'aller réfléchir à créer un nouveau layout basé sur la logique, les statistiques et la recherche. Donc pas du QWERTY parce que c'est un peu désoptimisé, pas de la BCDE parce que c'est un peu débile. On va faire un truc un peu plus intelligent. Donc oui, c'est ce monsieur-là. Donc quel avantage il a réussi à avoir très rapidement? D'abord, si vous regardez sur votre clavier, là, tous les touches du milieu, la rangée du milieu, celle qui contient le QSD, on appelle ça la home row, et c'est donc la touche, la rangée où vous avez des touches de repos, où vos doigts sont normalement naturellement placés. 70% des touches tapées dans un texte sur Dvorak sont sur cette home row, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de déplacer votre doigt pour aller chercher une autre lettre dans 70% des cas, contre 31% sur QWERTY. Donc un avantage énorme, il a divisé par 3 la distance parcourue par les doigts sur son mapping. En anglais, vous pouvez écrire, rien qu'avec les touches de cette home row, plus de 3000 mots, contre à peine 300 en QWERTY. Voilà, donc pour tout ça, il a étudié la force motrice de chaque doigt, puisqu'un index est plus puissant qu'un petit doigt. C'est plus intéressant de mettre genre un caractère très utilisé sur l'index que sur le petit doigt. Il a aussi étudié l'alternance entre les deux mains. Donc j'ai fait un exemple avec StarWars.com. Vous voyez que pour écrire en QWERTY, vous avez beaucoup de lettres au début qui sont sur la main gauche, et vous n'avez que 3 alternances main gauche, main droite.
Alors qu'en Dvorak, vous avez une très grande alternance. Simplement, on va essayer de taper vite avec une main. Ça va beaucoup plus vite quand vous divisez par deux et que vous tapez main droite, main gauche. C'est logique. Voilà, donc il a mesuré 20% de plus de vitesse, 50% de plus de précision. Et il a aussi remarqué que c'était beaucoup plus facile d'apprendre le Dvorak, puisque une formation au Dvorak, c'est 18 heures pour arriver à 49 minutes, contre 46 heures pour faire du QWERTY, à partir de la même population, à savoir ignorante de ce que c'est qu'un clavier. Donc le Dvorak, c'est bien. Problème, personne n'a voulu l'adopter. Pourquoi ? Parce que vous avez de la résistance au changement, hein, tout le monde est habitué au QWERTY. Il faudrait faire des nouveaux claviers, il faudrait que les gens s'y habituent. Je vais sur un autre ordinateur, je voudrais avoir le même clavier, etc. etc. Je me suis formé, j'ai payé super cher pour savoir dactylographie sur du QWERTY. Forcément, je ne vais pas me mettre sur autre chose. Donc voilà, et au final, il est mort complètement dégoûté. Il disait « I'm tired of trying to do something worthwhile that simply don't want to change ». 7 ans après sa mort, l'ANSSI a reconnu le clavier de Dvorak pour qu'il ne soit pas perdu dans les limbes de l'histoire. Voilà. Donc à ça, un certain nombre de personnes ont décidé de s'y mettre quand même. Et au fur et à mesure, les utilisateurs ont décidé de faire des dérivations. Vous avez par exemple le programmeur Dvorak qui fait pour coder plus facilement. Vous avez le Minimac qui arrive plus loin, qui est un léger dérivé du QWERTY qui est le plus rapide à apprendre. C'est un QWERTY avec quelques lettres qui ont été déplacées, mais qui quand même change beaucoup. Le Colmac, pareil, transition facile, et assez similaire à QWERTY. Workman, qui est une amélioration de Colmac, qui est pensé pour le clavier Typematrix dont je vous parlerai tout à l'heure. Et Norman, qui est un travail from scratch où on recommence à partir de tous ceux du dessus pour essayer de faire quelque chose de différent. Donc chacun a ses propres avantages, inconvénients, ses propres buts, tous basés sur l'anglais. En France, on avait QWERTY, on a décidé de mettre AZERTY. On a changé quelques touches que vous connaissez tous. Et on a toujours les mêmes problèmes que QWERTY, à savoir les caractères fréquents sont difficilement accessibles, des caractères rares sont très accessibles, comme le Z et le K. Les lettres accentuées sont franchement pas terriblement placées. Vous avez des caractères usuels qui manquent. Il n'y a pas de majuscule accentuée, alors que je le rappelle, ça fait partie du français. Vous n'avez pas d'espace insécable, alors que quand même la quasi-totalité des signes de ponctuation ont des espaces insécables et pas des espaces tout simples. Il y a un énorme déséquilibre entre les deux mains. Vous frappez 58% de vos touches sur la main gauche, alors qu'il y a beaucoup plus de lettres sur la main droite, ce qui est totalement aberrant. Et le clavier n'est absolument pas optimisé pour la langue française. Donc son efficacité, c'est comme le QWERTY, elle est proche d'une répartition aléatoire, ça génère de l'inconfort, ça rend la frappe compliquée, vous sautez dans tous les sens quand vous tapez vite, vous vous épuisez, et vous vous défoncez les mains. Et en plus, vous écrivez même pas en français correct, hein. Les guillemets, c'est pas ça, c'est ça, etc., etc. Donc, il y a un monsieur, Francis Legout, qui a décidé en mai 2002 de faire un Dvorak particulier étudié pour la langue française, avec un dictionnaire français, les statistiques d'utilisation des lettres en français, etc. À ça, donc, il y a eu pas mal de problèmes qui sont survenus, notamment, vous voyez que la touche 6 et 8, en accès direct, ce sont des touches mortes, c'est-à-dire que vous tapez sur la touche, ça ne fait rien, et ensuite vous tapez sur une autre touche que ça va modifier. Donc il y a des trucs un peu bizarres, par exemple l'accent circonflexe tout seul. Les majuscules ne sont pas forcément sur les minuscules, ce qui est un peu bizarre. Les parenthèses sont séparées par la touche 8, pourquoi pas les mettre à côté, hein, c'est comme l'AZERTY, hein, les parenthèses sont à droite à gauche. Bon. Le dollar est accessible avec la touche morte. Bon. Et les caractères mathématiques ne sont pas regroupés. Bon, ce n'est que quelques exemples de problèmes qu'on avait avec le Dvorak Legout. Il s'appelle Dvorak FR souvent, mais on l'appelle Dvorak Legout parce qu'il y en a eu plusieurs. Voilà, il manquait aussi des caractères, notamment le grand tiret. Les 3 petits points, il y a un caractère 3 petits points, c'est pas 3 petits points. Caractère 3 petits points, il fait sa taille, les points sont plus fins, plus espacés. Il manque l'espace insécable, et il n'y a quasiment aucun caractère international, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et en plus, on utilise énormément la rangée du bas pour des lettres qui sont relativement utilisées. Hein, le R, on l'utilise tout le temps. Et c'est un peu dommage aussi, parce que la rangée du bas, elle est difficile d'accès pour la main. Et les gros problèmes en fait de cette distribution, c'est quoi? Il n'y a pas de source, personne ne travaille dessus, et la licence est propriétaire. Monsieur Legout, j'ai beaucoup de respect pour lui,
mais visiblement il s'est fait détester par toute la communauté des gens qui faisaient du Dvorak, parce qu'il refusait d'ouvrir son code, et pas de version dérivée sans accord, pas d'évolution sans accord, pas d'utilisation commerciale, pas d'intégration dans les OS, ni rien. Ça a été un vrai problème, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas améliorer le mapping, ni rien. Ensuite, il y a monsieur Mouette, Jocelyn Mouette, qui a fait un autre Dvorak français, qui a été directement ajouté à Xorg, ce qui a fait qu'il a eu quand même un peu de succès. Seulement, il était retiré en 2008, puisqu'en fait c'était un dérivé du Dvorak le boot et que la licence refusait, empêchait qu'on fasse un dérivé. Donc il a utilisé Alger au lieu de la touche morte 8, ce qui a quand même amélioré pas mal la donne. Seulement, il avait des raccourcis Alger plus main droite, alors vous êtes en train de taper tout tranquillement, puis hop, vous sautez, alors vous connaissez en AZERTY pour faire l'arrobase, c'est pas terrible. Il n'était pas optimisé pour la programmation, il requiert un clavier 105 touches, donc ce qui empêche d'utiliser des claviers cool, et il avait aussi donc, son problème de licence. Voilà. Et enfin, est venu le Bepo. Le Bepo, ça a été un projet qui s'est lancé dans le sens où en fait il y avait tellement de trolls sur les problèmes de licence entre les deux Dvorak français qu'ils se sont dit on arrête, on recommence from scratch, on fait quelque chose de plus sérieux, totalement open source avec une vraie communauté et beaucoup plus d'études de manière à faire un mapping vraiment évolué comme l'ont été les dérivés du Dvorak qui étaient vraiment scientifiquement intéressants. Donc voilà, on voit par exemple en français les caractères les plus utilisés. Donc les avantages du Bepo, d'abord, il y a quasiment tous les caractères des langues européennes. Vous pouvez gérer le russe, vous pouvez gérer toutes les langues slaves, vous pouvez gérer vraiment beaucoup de choses. Tout est disponible. Première chose. Vous avez des caractères utilisés en informatique, tout ce qui est programmation y est, et facilement. On divise par deux le temps de déplacement face à AZERTY. L'apprentissage de la frappe à l'aveugle est facilité. Pareil, c'est comme le Dvorak, c'est beaucoup plus rapide d'apprendre du Bepo from scratch que de l'AZERTY. Vous gagnez énormément en vitesse. Alors c'est pas le premier but de Bepo quand vous passez de l'AZERTY au Bepo, mais c'est un effet de bord. Forcément, vous allez gagner en vitesse à terme. La prévention des TMS, puisque tout est étudié pour réduire le stress sur la main. Et cerise sur le gâteau, c'est inclus dans Xorg. Donc en Bepo, vous avez accès par exemple au E dans l'O, à tout ça, même en majuscule. Vous avez des guillemets français en accès direct. C'est les touches 2 et 3 sur votre clavier. En accès direct, vous n'avez même pas un shift, vous avez les guillemets français. Vous pouvez faire toutes les majuscules accentuées. Vous avez l'espace insécable, c'est shift espace. Vous avez tous les tirets, donc le petit tiret qui vous sert généralement à tout faire. Le caractère moins, le vrai caractère moins mathématique. Vous avez le grand tiret qui sert à faire des dialogues. Vous avez le tiret, c'est le quadratin. Vous avez le demi-quadratin, s'il fait la moitié du quadratin logique. Ça sert à faire des énumérations, par exemple, ou par exemple remplacer les parenthèses dans une phrase. Voilà, vous avez les exposants, les indices, vous avez même les parenthèses, les opérateurs mathématiques dans les exposants et les indices. Vous avez pas mal de signes mathématiques, dont les signes de logique booléenne. Vous pouvez faire des macrons, puisque vous avez un trousillon d'accent que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez même écrire en romaji sans souci si vous voulez faire du japonais. Vous avez accès à toutes les touches grecques. En fait, vous avez une touche morte associée à une autre touche qui vous transforme le clavier en équivalent grec. Donc, au lieu de taper A, ça vous fera un alpha. Au lieu de faire un D, ça vous fera un delta. Donc c'est super pratique et ça marche aussi en majuscule. Et vous avez aussi toutes les monnaies quasiment du monde. Donc j'ai mis la lire, vous avez la vraie livre, vous avez le yen, mais un symbole du yen en japonais, le vrai symbole du yuan en chinois, vous avez les roupies, vous avez le won, vous avez même le bitcoin. Voilà. Et c'est très logique, je veux dire, le bitcoin c'est la lettre B, l'euro c'est le E, c'est vraiment... Vous n'avez même pas besoin de le connaître en fait pour trouver ce que c'est. En fait, le modifieur qui transforme le clavier en currency et vous le trouvez immédiatement. Donc le Bepo, là vous avez un petit schéma qui montre bien qu'en Bepo vous avez une alternance quasi parfaite entre main droite et main gauche. 69% des touches appuyées sont sur la... 69% des touches que vous appuyez se situent sur la ligne, la home row. Vous en avez un peu plus sur la ligne du dessus. La ligne du dessous est plus difficile à atteindre, donc vous en avez que 7%. Voilà.
vous avez moins de 10 grammes à une main, on s'arrange pour que les 10 grammes soient correctement répartis, ou soient juste à côté pour qu'on puisse rouler la main. Tous les caractères d'une paire sont côte à côte, donc les parenthèses, les accolades, les crochets, etc. sont tous les uns à côté des autres. Les opérateurs mathématiques sont regroupés. Voilà. Quand vous avez tous les caractères du français que vous faites avec Algère, donc avec le modifieur Algère que vous avez sous votre pouce droit, la deuxième touche est systématiquement sur la main gauche. Vous n'avez pas besoin de lever la main pour aller faire un truc bizarre. Et pareil, tous les signes de la programmation sont placés de manière très logique. Voilà. La communauté est assez active. Par exemple, ça c'est un petit outil qu'a fait la communauté qui montre où en fait chacun dit je préfère telle touche par rapport à telle touche en termes d'accessibilité. Et en compilant les statistiques, ils arrivent à déterminer pour la communauté quelles sont les touches les plus faciles à taper, quelles sont les touches les moins faciles à taper. Des outils qui ont été développés pour faire tout ça. Donc maintenant j'ai parlé rapidement de clavier. Donc le Type Matrix, moi c'est un clavier que j'ai découvert qui est absolument formidable. Premier avantage, il est orthogonal, ça se voit. Donc, vous n'avez pas des touches décalées les unes par rapport aux autres, vous avez bien les poignées qui sont correctement placées. Vous avez des choses sympas, genre la touche entrée, backspace et delete sont au milieu et à côté. Vous n'avez pas besoin de sauter pour aller chercher votre caractère. Le shift est surélevé, donc vous n'avez pas besoin de descendre votre petit doigt de manière absolument dégueulasse pour aller chercher votre shift, il est juste à côté. Voilà, vous avez des raccourcis copier-coller qui sont juste à côté quand vous changez de mapping. Oui, parce que oui, forcément, quand vous changez de mapping, vous changez les raccourcis. Le clavier est très plat. Voilà. Ce qui est vachement pratique, parce que pareil, vous n'avez pas besoin d'incliner la main pour taper dessus. Il est étroit, il ne fait pas 3 km de long, dans le sens où, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de déplacer votre main, votre poignet pour aller chercher votre souris vachement loin, elle est juste à côté. C'est aussi plat, c'est plus plat que le clavier de mon laptop ici, là. Vraiment, c'est super. Plat, étroit, excusez-moi. Et enfin, il a une skin qui est absolument fantastique, vraiment, hein. C'est waterproof, etc. Si vous avez des miettes de pain ou quoi sur votre bureau, c'est simple, vous passez sous la douche. Et ça a en plus l'immense mérite de le rendre absolument silencieux. Mais vraiment absolument silencieux. J'ai jamais entendu un clavier qui fait aussi peu de bruit. Et ça n'a rien à voir avec un clavier plat d'un laptop. Hein. Ça fait aucun bruit. Voilà, je n'ai aucune action dans cette société. Juste ils m'ont convaincu. Vous avez d'autres claviers ergonomiques qui existent. Le Truvy ergonomique, qui est pas mal aussi, qui est beaucoup apprécié par les bépoïstes, ou les bépoètes, peut-être qu'ils aiment s'appeler. Voilà, à droite vous avez un Truvy ergonomique, qui est un device qui coûte la peau du cul, et qui sert notamment à rééduquer le poignet quand vous avez une tendinite ou un problème grave. Alors il y a David Bourguignon qui normalement fait quasiment tous les vitesses de Jesperi qui vient en empêchement ce soir, mais il devait venir avec son Kinesis pour vous le présenter, mais il y en a un. Voilà. Et il y a Clément là que j'ai vu qui s'est ramené avec son clavier marrant aussi. Ça c'est un Ergodox. Voilà. Il est en deux parties, ça permet de mettre chaque partie où on veut. Loin, près, enfin voilà. Et qui a certains avantages indéniables, comme le fait d'être en pièces détachées si vous voulez. Il est open, il est entièrement reprogrammable, c'est visiblement un fork ou un genre d'Arduino qui est à la base, qui a pas mal d'avantages, comme sur le Kinesis, avoir des touches accessibles avec le pouce, puisque le pouce est un doigt très fort. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà. Et qui est quand même 2 fois plus cher qu'un Type Matrix aussi. Type Matrix a aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'ils font des claviers qui sont imprimés, donc pas forcément avec une skin, ils font bien sûr aussi en couleur. Et ça a été je crois la première boîte qui a commercialisé un clavier imprimé en Bepo. Ils font aussi le Dvorak, le Colmac, enfin, bref, voilà. Donc le problème de tous ces claviers, c'est qu'il y a des brevets partout, que le marché n'est pas énorme, hein, quand même. On s'adresse à des gens qui connaissent la problématique et qui l'ont comprise. Il y a une bonne résistance au changement, parce que ouais, je tape bien en AZERTY, pourquoi je changerais? Ouais, certes, je vois ce que ça apporte, c'est intéressant, mais ça a l'air quand même beaucoup de boulot, et je suis un peu le seul à faire ça, donc voilà. Et puis le clavier, c'est pas un clavier à 15 €, forcément. Donc, moi j'ai fini par sauter le pas. Alors j'ai fait plein d'essais quand j'étais épitard. On nous avait parlé de ce genre de choses. J'avais essayé de passer sur Bepo, j'ai foiré au bout de 2 semaines. J'ai réessayé, j'ai foiré au bout de 2 semaines. Au final, je m'y suis mis réellement.
Alors, historique, je tapais originellement avec deux doigts à l'aveugle, deux doigts non aveugles, donc je tapais avec deux doigts quand j'étais petit. Ensuite, j'ai accéléré parce que j'utilisais beaucoup mon ordinateur. Je suis passé 8 doigts n'importe comment à sauter dans tous les sens. Toujours en regardant mon clavier, j'ai jamais réussi à décoller mes yeux de mon clavier. Et au final, je me suis dit, il faut changer ça, il faut investir, parce que si ça me prend quelques mois au fur et à mesure d'apprendre à taper vraiment bien, vraiment vite, au moins c'est un skill appris pour la vie, et c'est fait. Donc, j'ai acheté un TypeMatrix, et je me suis mis à apprendre le Bepo en aveugle, c'est-à-dire, je me suis forcé à que ça soit en aveugle. Je vais taper sur un clavier AZERTY en Bepo. Donc, ouais, je tape sur E, bah non, c'est pas un E, désolé, t'es obligé de le faire à l'aveugle. Au début, j'ai eu quelques petites douleurs dans le poignet, puisque c'est pas les mêmes muscles qui sont sollicités, donc quelques petites courbatures qui partent assez vite. J'ai violemment perdu en vitesse, j'étais à 59 minutes, ce qui est assez rapide quand même pour tout le monde. Je suis tombé à 5, donc 5 c'est la vitesse de ma mère. Et je suis désolé, mais c'est vrai. Et bien évidemment, j'avais le problème des raccourcis clavier, parce que comment faire un CTRL-C ou un CTRL-V quand on ne sait pas où est le V ou le C, ou alors qu'il faut vraiment en réfléchir. Voilà. Et au travail, quand j'ai commencé à amener... au travail, d'abord, il fallait que je repasse en AZERTY, donc c'était embêtant, parce que je ne pouvais jamais vraiment faire le saut. Et au final, quand j'ai amené un clavier Bepo, alors ce TypeMatrix-là, au travail, ça a soulevé des questions, parce que le premier jour du boulot, forcément tout le monde vient vous voir. Ah, c'est quoi ce truc? Alors, faut faire attention, parce que l'originalité c'est bien, mais parfois les gens vous prennent pour un... Voilà. Donc il faut un peu rassurer, expliquer le pourquoi du comment. Et voilà, et puis il y a des chefs qui ne sont pas forcément très open sur l'originalité et qui vont vous avancer des trucs genre oui, tu peux pas perprogrammer si tu as un clavier en Bepo. Si, il suffit juste de changer de mapping, ou si, on peut avoir deux claviers, incroyable. Mais voilà, mais sinon au travail ça marche très bien, vous apportez votre clavier, alors quand même, c'est pas très gros, hein, ça rentre dans tous les sacs, moi j'en ai deux, j'en laisse un généralement au boulot quand je vais au boulot. Le premier jour je l'amène, le dernier jour je le remporte. Voilà, donc les apports constatés, j'ai gagné en rapidité d'abord, j'ai réussi à redépasser la vitesse des 50 minutes que je faisais en AZERTY et j'ai réussi à la casser, ça c'est pas mal, en AZERTY je pouvais plus aller plus vite, hein, voilà. En fluidité, je fais beaucoup moins de fautes, je m'arrête beaucoup moins souvent, donc je casse beaucoup moins ma concentration. Je frappe intégralement à l'aveugle, c'est-à-dire de temps en temps je frappe, j'écris mon texte mais je regarde par la fenêtre en même temps, et ça marche très bien. Mais vraiment intégralement à l'aveugle. Et à l'aveugle, c'est même les caractères spéciaux, etc. J'ai un clavier vierge, je suis obligé de tous les connaître. Et c'est super confortable. Ça, c'est indéniable, c'est vraiment super confortable. Quelques petits problèmes très rapides, quelques bugs. Dernièrement, Sublime Text a décidé d'arrêter de fonctionner avec les touches mortes. Bon, désolé Sublime Text, mais dans pas longtemps, je pense que je passerai sur Atom. Voilà, et macOS qui décidément a un driver qui n'est pas terrible. Vous avez besoin d'avoir un petit soft qui permet de remapper deux touches à la con, qui permet que tout fonctionne bien. Voilà, mais sinon, à part ça, c'est vraiment nickel. Hein. J'ai essayé tout ce que je pouvais, j'utilise tous les OS standards, enfin, Linux, Mac, Windows, voilà, pas de problème. Ça, c'est mes courbes. Donc la barre ici, c'est la barre des 50 minutes, c'est 55 minutes, c'est ce que je faisais en AZERTY. Vous voyez que j'ai pas été super stable sur les exercices. À un moment donné, j'en ai eu marre. Mais c'était après que je sois passé en full Bepo, autant chez moi qu'au travail. Ça a duré 6 mois, parce que ouais, j'ai pas été super consistant sur les exercices. Si vous êtes beaucoup plus sérieux, ça peut aller plus vite. Il y a certaines personnes dans cette salle qui sont passées en Dvorak, qui l'ont appris en 3 semaines. À Epita et en pleine piscine. Donc ça se fait. Voilà, avec une précision qui est généralement dans les 98 ou 99%, vous ne vous trompez jamais. Et le 1er juillet, là, c'était l'année dernière, donc forcément j'ai cassé la barrière. Voilà. Ça, c'est quelqu'un de plus sérieux dans ses exercices, qui montre bien, j'ai été malade, hop, voilà. J'ai acheté un TypeMatrix, boum, il faut s'y adapter. Et on voit la belle courbe log qui continue à progresser. Là, il en était à 70 mots minutes quand il a fait ce screenshot. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, c'est pas là. Alors, par exemple, vous avez un exemple de quelqu'un qui tape sur un TypeMatrix à 103 mots minutes.
Alors vous remarquerez que là, je pense, j'espère, j'ai le son à fond, on n'entend rien, c'est normal, peut-être Matrix ne fait pas de bruit. Et il habite, hein, forcément. Et ensuite, ce monsieur a acquis un trou ergonomique, pour les essayer tous. Et il est monté à 125 mots minutes sur cet exemple. Ouais, non, il n'y a pas de son, désolé. Celui fait du bruit. Il est mécanique. Voilà, donc c'est quand même cool de pouvoir écrire vite. Ça paraît bête, mais il me semble que ce monsieur, en 6 mois, il arrive à cette vitesse. Hein. Ouais, non, c'est pas énorme. Donc, comment apprendre à taper? Alors, premièrement, la première chose à faire, c'est d'imprimer la carte du Bepo. On a vu plus tôt dans les slides. Vous allez sur bepo.fr, vous récupérez la carte, vous l'imprimez et vous la scotchez en dessous de votre écran. Ou vous la mettez sur un truc en triangulaire qui tienne devant votre écran, mais vous ne mettez surtout pas d'autocollant sur votre clavier, c'est une connerie. D'abord parce que c'est dégueulasse, et ensuite parce que vous allez regarder vos doigts, et vraiment, si vous apprenez un nouveau mapping, autant apprendre en même temps à taper à l'aveugle. Je veux dire, la méthode est faite pour ça, ça serait totalement crétin de ne pas le faire. Bien évidemment, dormez bien, ayez de la régularité dans les exercices, tout ça. Le but n'étant pas la vitesse quand vous vous exercez et quand vous apprenez, mais apprendre d'abord toutes les touches, ensuite apprendre à l'aveugle, jamais regarder, finir par enlever son petit papier parce qu'on connaît intégralement le mapping, apprendre sans faire de faute, donc une grande précision, et apprendre avec une bonne viscosité, c'est-à-dire avoir un bon rythme, c'est ne pas casser le rythme quand on tape. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, apprendre le mapping Bepo, je l'ai fait en 5 à 7 jours. C'est rapide. Hein. Apprendre les lettres, vous bourrinez un petit coup dans votre tête, c'est comme apprendre les hiragana ou les katakana qu'on fait du japonais. Vous y mettez 3 jours, vous faites 2 heures, 1 heure par jour, et vous y êtes. C'est vraiment que dalle. Et après, vous avez le clavier dans votre tête. Ensuite, vous faites vos exercices, et au moment où vous arrivez à 20-25 mots minutes, là, il faut passer en full Bepo. C'est-à-dire vous éliminez l'azerty, vous éliminez l'azerty au boulot, et vous mettez en full Bepo. Et là, ça fait mal pendant 3-4 jours, ça fait vraiment mal. Vous allez découvrir qu'il y a plein de caractères que vous utilisez au boulot pour programmer qui, bizarrement, n'étaient pas dans les exercices du Bepo. Les crochets, les accolades, le dollar, le dièse, bref. Donc cela, il faut les trouver. Hein. Donc, vous ressortez votre petite carte détaillée cette fois-ci, et vous les apprenez. Et puis quand c'est fait, vous allez continuer à progresser. Donc au début, vous avez quelques semaines où vous allez taper à 25 mots minutes. C'est pas quand même la mort, mais vous allez taper dans les 25 mots minutes, et après vous remonterez dans les 50. Enfin, après vous remontez où vous voulez tout monter. Hein. Voilà. Donc moi j'ai utilisé Clavaro, qui est présent sur toutes les distribs Linux, c'est super standard, vous l'avez, c'est portable, ça marche sur toutes les OS je crois. C'est bien pour débuter, il y a des petits exercices avec des... Vous faites O, 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 E, E, O, E, O, E, O, E, T, O, E, T, etc. Voilà, ça vous permet de bourriner dans votre tête et d'apprendre le mapping. Vous avez un outil qui s'appelle Dactylotest, qui est pas mal, qui est assez activement développé par un Français actuel, enfin, là, il bossait avec moi avant-hier, et qui maintenant fait des heatmaps, c'est plutôt pas mal. Vous avez un outil fantastique qui s'appelle Amphétype, qui a des fonctionnalités assez avancées, qui vous sort des stats, vous avez des données à n'en plus finir sur ce que vous faites. Il peut vous faire des exercices sur les digrammes, des trigrammes. Quand vous avez fini un exercice, il va vous dire « Ok, alors il y a ça que tu n'as pas bien fait, ces digrammes, ces lettres, c'est ça. Je te compile un exercice court, ultra rapide, avec toutes les fautes, et donc le texte optimisé pour t'emmerder le plus possible. Pour que tu, en gros, corriges les mauvaises choses que tu viens de faire dans cet exercice. Donc c'est vraiment bien, vraiment pratique. Voilà, vous pouvez sortir des graphes et tout. Bien. Et voilà, juste faites attention, le calcul des mots par minute, MPM, diffère selon les logiciels. Vous avez des MPM où il y a 5 lettres par mot, et des MPM où il y a 6 lettres par mot. Donc, quand on dit 50 mots minute, ça peut vouloir dire autre chose dans l'une ou dans l'autre des normes. Et enfin, vous avez des jeux vidéo qui vous permettent d'apprendre à taper vite et à avoir de la réactivité. Voilà, genre le jeu de zombies où il faut taper le plus vite possible pour éliminer les zombies. Typing of the Dead, voici les personnages. Et c'est émulé, donc ça tourne un peu partout. Voilà.
Et il y a une version, il y a un Tapping of the Dead 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment ça. Ah ouais, non, moi j'y ai joué, c'est cool. C'est marrant. Ben vraiment, c'est l'autodérision à souhait. Hein. Le méchant, c'est. Non, c'est quand il rigole. Non, par contre, c'est vraiment de la merde ce qu'on écrit pour tuer les zombies. Ça, c'est assez marrant. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fini. Donc, est-ce que vous avez des questions? Quentin va venir avec un micro. Oh ouais. Il en est là depuis. Si je le trouve. Dis-le. Ah oui. Alors, les questions. Allez, on commence devant. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur la transition que tu as faite? Si j'ai bien compris, au début tu utilisais toujours l'Azerty, tu te mettais 1 heure d'exercice Bepo. C'est Et ça. après tu es passé en full Bepo. Tu t'es pas C'est mis ça. tout le temps en Bepo dès le début Non, sans c'était même pas 1 heure, c'était 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, je faisais mes exercices Clavaro. Ça durait un mois, où je me faisais le matin, le soir, ou le matin, midi, le soir, je me faisais 10-15 minutes de Clavaro, où je bourrinais sur ATE, ce genre de choses, qui au fur et à mesure finissent par te faire rentrer l'intégralité du clavier en tête, et ensuite ça fait des petits textes très simples pour arriver à bien faire la liaison en fait entre la position de la touche dans ta tête et le mouvement que tu vas faire avec ton doigt. Ça, j'ai fait ça pendant à peu près un mois, jusqu'au moment où j'ai atteint les 25 minutes. Je m'étais mis l'objectif, c'est 25 minutes, je passe en full Bepo. Et quand j'ai atteint les 25 minutes, heureusement j'avais une semaine de vacances. Mais ça se fait au boulot, hein, je veux dire, encore une fois, il y a des gens dans la salle qui l'ont fait. J'ai commencé à coder avec. J'ai pleuré pendant une petite semaine, et puis après c'était bon. Vraiment, c'est juste réapprendre ce sont des caractères que vous ne connaissez pas pour le coup, des caractères bizarres. Et après, ça monte petit à petit, ça va vite. Hein. Quand vous codez, finalement, comme vous codez toute la journée, pour le coup, vous avez vraiment beaucoup d'exercices, donc ça monte bien. Voilà. Deuxième juste question rapide, sous Mac tu disais qu'il y avait des problèmes sans un soft en plus, est-ce qu'il y a le lien dans la présentation au cas où? Non mais je peux le mettre dans les commentaires, c'est Layoutix Keyboard, un truc qui fait en gros des correspondances. Mais je mettrai dans les commentaires Meetup pour les curieux. Ok, merci. Ça rebat, vraiment c'est juste, je crois que c'est CTRL-C, CTRL-V, ou c'est dans les raccourcis, il y a 2 raccourcis qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a une touche, genre par exemple sur Mac, sur Unix, vous faites un copier-coller pas avec CTRL-C, CTRL-V, mais avec Shift-Insert, CTRL-Insert. Et le problème, c'est que y a un problème à faire à mapper le copier sur le CTRL-Insert dans Mac, parce que Mac est basé sur Unix, et ça fait n'importe quoi. Et il y a un petit programme où vous avez plein d'options de remapping, et il y a des options qui s'appellent Tape Matrix, et qui permettent de faire ça, par exemple. T'es pas chez toi, Ah. clavier. Très bonne question. Est-ce que le switch mental d'une configuration à l'autre se fait facilement? Alors je pleure quand je passe sur l'Azerty. Par contre, je tape en Azerty toujours à 50 minutes. Ça va pas bouger. Ça me fait chier. Vraiment. Parce que j'ai pris l'habitude de quelque chose qui était tellement mieux que voilà. Mais non, je tape très bien en Azerty sans aucun souci. Juste comme d'hab, comme avant, je tape à 8 doigts en regardant mes lettres. Oui, je vais vite, parce que j'ai tapé toute ma vie avant en Azerty et en codant en Azerty. Mais je vais plus vite en dépôt, c'est beaucoup plus agréable en dépôt, et voilà. Et de toute façon, quand je pars, généralement, c'est simple, soit je travaille chez moi, dans ce cas-là j'ai mon clavier, soit je travaille au boulot, dans ce cas-là j'ai mon clavier, soit je suis en déplacement, en vacances ou quoi, dans ce cas-là, si j'ai prévu de travailler, j'amène mon clavier. Okay. Et deuxième question, est-ce que les raisons qui t'ont fait passer au Bepo, c'est-à-dire le gain de productivité et ne pas avoir de douleur musculaire, t'as eu envie de passer à Vim aussi? J'ai le contrôle, c'est marrant. Vim, écoute, j'aurais dû passer à Vim quand j'étais à Epita et qu'on nous a dit, alors il y a 2 éditeurs, les Max et Vim, vous choisissez, on va vous faire une rapide présentation sur chacun. Et voilà, le problème c'est que la présentation Vim était pourrie, la présentation Emacs était convaincante. Donc moi je suis passé sur Emacs, j'ai appris Emacs, j'ai perdu mon temps et j'ai perdu un temps fou à faire des configurations poussées qui font, bref, en Emacs list, qui est un langage horrible. Voilà, j'ai essayé de repasser sur le Vintage Mode, sur Sublime Text, quand j'ai abandonné Emacs pour me mettre sur Sublime. J'ai pas réussi, personnellement, à me faire à ça.
parce que Sublime fait bien le boulot, et que je pense que Atom va aider aussi. Mais voilà. Il y a une chose à savoir par contre, c'est que sur Vim, à moins de reconfler ton truc, tes touches, il me semble que de mémoire, hein, tu as JKLM qui te servent à te déplacer et qui sont juste à côté. Bon, Bepo, c'est pas à côté. Ouais, c'est ça. Mais après, vu que le Dvorak c'est quelque chose qui est beaucoup plus adopté que le Bepo, enfin le Dvorak aux États-Unis est beaucoup plus adopté que le Bepo l'est en France, c'est des problématiques qui, à mon avis, déjà été pas mal abordées par les Américains et il y a forcément des solutions. Du Vim, enfin, du Bepo en Vim ou du Dvorak en Vim, Ouais. ou vice-versa. Ouais. Et je profite de ça pour arriver sur un autre truc auquel je pensais, parce que le Bepo c'est cool pour coder. Ah oui, parce que moi je parle de français, le Bepo c'est génial pour écrire du français, hein. Vraiment tout est là. Pour coder c'est bien et c'est plus pratique que de l'AZERTY. Parce que genre vous avez des trucs, c'est bête, hein, les parenthèses à côté, les crochets à côté. Quoi. Il y a plein de choses qui sont vraiment pratiques, toutes les touches pour coder sont au moins autant facilement accessibles que l'AZERTY, voire plus. Donc c'est plus pratique de coder en Bepo. Après, je ne doute pas qu'un programmeur Dvorak est plus adapté pour coder. D'un autre côté, je me dis je suis français, j'écris quand même du français. Et quand je fais des recherches, je parle en français. Quand je chatte, je parle en français. Quand j'écris un mail, je parle en français. Beaucoup, même si je fais beaucoup d'anglais. Et en français, en Bepo, on écrit très bien en anglais aussi. Donc voilà, j'ai appris le Bepo pour ça. Mais j'ai des amis qui ont appris le Dvorak pour développer, ou le programmeur Dvorak pour développer. Ça marche très bien aussi. Par contre, ils n'ont pas les accents, ils n'ont pas de ces trucs. Ouais, moi j'ai un Bepo taille matrix aussi, donc je voulais revenir un petit peu dessus. Moi j'ai acheté le Bepo taille matrix parce que j'ai mal au poignet. Donc juste un message, je savais qu'il y avait des douleurs au poignet, mais bon, je n'étais pas trop concerné. J'ai fait l'idiot à mal travailler sur un ordinateur portable. Maintenant j'ai mal au poignet et ça part pas. Donc faites pas la même erreur, faites gaffe à votre posture de travail. Et c'est vrai que le Bepo taille matrix, on tord beaucoup moins le poignet. Quand je repasse un AZERTY, on est obligé de faire ça, ça, ça. On le sent quand on a mal au poignet. Et sinon, pour apprendre le Tape Matrix, moi j'ai pas pris la même politique, je dis que ça vous intéresse peut-être aussi. Moi j'ai acheté le clavier avec Bepo marqué dessus, donc un petit peu moins hardcore. Et j'ai commencé par le mettre chez moi, et j'ai pas utilisé de logiciel pour apprendre, voilà, je l'ai mis chez moi et j'ai fait que ça chez moi. Donc au début, on pleure, mais forcément on se jette dans le grand bain, ça monte très très vite, puisqu'on n'a pas le choix, c'est le seul clavier qu'on a, donc très 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 vite on gagne en vitesse. Bon, moi je regarde mon écran, donc au bout d'un moment je regarde plus mes doigts. Et après j'en ai acheté un pour le boulot aussi, sauf que voilà, la différence de toi, moi je l'amène le Tape Matrix au bout de 2 semaines de boulot. Parce que bon, on a beau être open chez les programmeurs, je pense qu'on est des humains, et dès qu'on se démarque du groupe, on a l'air d'être un mec bizarre. Donc du coup, j'attends 2 semaines d'avoir un petit peu fait mes preuves, et là j'amène le Bepo. Et là il y a les remarques, ah t'es bizarre, bon mais... Voilà, donc en 2 semaines ça passe un peu mieux que si dès le premier jour on amène un truc Zarbi, quoi. Il faut quand même penser, hein, c'est un investissement, vous le faites, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est un investissement, moi j'ai essayé de le faire, je me suis dit ça va prendre 1 ou 2 mois où je vais galérer un petit peu, le premier mois j'en fais chez moi, après il y a 1 mois où je vais un peu galérer, où je vais être plus lent à développer, c'est bien, sauf qu'après c'est pour la vie quoi, c'est aussi simple que ça. Oui, et puis aussi, ce qui n'a pas forcément été suggéré, c'est que si vous voulez d'abord commencer avec une skin Bepo pour commencer à vous familiariser avec les touches, vous pouvez acheter le clavier vierge avec une skin imprimée Bepo, et puis ensuite, passer sur une skin vierge plus tard. C'est ce que j'ai fait en fait, mais la skin Bepo j'ai utilisé 1 semaine. Et puis un clavier vierge c'est quand même sacrément cool. Bon, après on va prendre plus qu'une question, donc après si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en direct. Je dis juste un truc, combien ça coûte un Tape Matrix, ça coûte à peu près 100 € avec 2 skins. Ouais, avec les frais de port, la transformation de dollars, tout ça. C'est 100 $ à peu près, mais si vous faites le port et compagnie, vous allez arriver à 100 €. Pour un True ergonomique, c'est 200 et quelques. Pour celui-là, c'est 200 et quelques. Et pour un Kinesis, c'est. Je sais plus, 5 à 800. 500, je crois. Un Kinesis, ouais, c'est très cher. Question, quand tu es sur ton portable, pourquoi tu ne passes pas en Bepo directement? Pourquoi je passe pas en Bepo quand je suis sur mon portable? Parce que j'aime pas en fait, je ne suis pas habitué en fait à avoir... Ah, c'est une bonne question ça. Pourquoi je passe pas? Alors, d'abord parce que les touches sont pas orthogonales, ça c'est énervant. Ensuite parce que quand j'appuie sur entrée, ma main se dirige maintenant vers le centre, plus vers l'extérieur. Pareil pour delete. Donc voilà, c'est chiant. Ça changera par rapport à l'AZERTY. Par rapport à l'AZERTY. Ah bah non, c'est par rapport au clavier.
Puisque sur Type Matrix, la touche entrée, elle est au milieu, elle est entre les deux mains. Alors, on voit pas forcément bien. Non, Non, mais- la remarque, c'est quand si t'es en AZERTY, ta touche espace, retour, etc., c'est toujours à droite. Ouais. Tu Ah, pourrais sur faire la le même clavier chose. qui est pas celui-là. Ouais, tu pourrais faire la même chose en le mettant en configuration Bepo. Ah oui, mais c'est aussi pour ça que je galère. Mais je tape toujours bien en AZERTY. J'ai pas perdu. C'est comme quand vous apprenez l'anglais, subitement vous n'oubliez pas le français. Vous savez toujours parler anglais. Vous savez toujours parler français. C'est un peu pareil. Vous n'oubliez pas les mappings que vous connaissez. Petite question en face qui n'a pas été posée mais qui est importante, c'est quoi ce truc? Alors ça, c'est un prototype de clavier qui avait été fait il y a longtemps par les Chinois. Je pense que vous avez compris. Bon bah, on va remercier beaucoup Étienne.